BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le club de la bourse. Deux invités avec nous jusqu'à 18h. Frédéric Ponchon, gérant chez Sycomore Asset Management, est avec nous ce soir. Frédéric, bonsoir. Bonsoir. Et Gilles Ménard, responsable du pôle gestion flexible de La Française. Gilles, bonsoir. Bonsoir. À quoi peut ressembler la séquence de marché à venir, Gilles, sans sortir la boule de cristal, mais voilà. On va dire que les turbulences, si on prend un peu de recul, elles ont commencé au cours du second semestre 2015. Ça s'est accentué encore en début d'année. On a eu cette vague de baisse en janvier, la deuxième vague de baisse en février. Et puis depuis ce rebond, et là on le disait avec Jérôme à l'instant, depuis 15 jours, 3 semaines, quelque chose d'un peu plus plat sur les marchés. En tout cas sur les marchés européens. On pourra parler d'autres marchés. Mais qu'est-ce qui peut désormais à court terme l'avenir donner une orientation à ces marchés actions notamment? Frédéric pourra nous en parler. Je pense que c'est certainement la séquence de résultats qui va être le prochain driver, puisque on a eu ces 2 dernières semaines les 3 grands rendez-vous banques centrales qu'on attendait, donc au Japon, aux États-Unis et en Europe, qui n'ont pas apporté de révolution, je dirais, dans l'appréciation que l'on avait à la fois de la lecture macro des marchés, enfin de la lecture macroéconomique. Donc aujourd'hui on est toujours dans ce même environnement et donc une fois que ces 3 rendez-vous sont passés, on a une volatilité qui s'est un petit peu calmée sur les marchés. Bon, il y a toujours des épisodes de stress qui peuvent arriver sur des choses un peu ponctuelles comme hier, mais voilà, on a je pense à court terme une sorte de consolidation qui se fait dans un environnement un petit peu plus calme. Les volumes ne sont pas non plus si significatifs que ça, et bien évidemment démarre la saison des résultats aux US d'abord et en Europe, qui va être quand même un véritable révélateur de la situation macroéconomique sous-jacente. On va parler du discours des entreprises dans un instant, mais voilà, quand on regarde la différence entre Wall Street et les marchés européens, grosso modo, ils sont au niveau de ce qu'on avait au début du mois d'août, c'est-à-dire on se souvient là de ce lundi noir, le 24 août, le krach chinois. Voilà, on était à peu près sur ces niveaux, sur le CAC, sur l'Eurostoxx 50, sur les grands indices européens. Wall Street est nettement au-delà de ces niveaux aujourd'hui. Oui. C'est pas ce qu'avait prévu quand même le consensus de marché là depuis plusieurs mois. Oui, le consensus se trompe souvent. Il est fait pour être pris à défaut, c'est ça même? Non, mais est-ce que ça peut être gênant, parce que la conviction sur les actions de la zone euro, sur les actifs de la zone euro, elle était quand même très forte ces derniers mois. Ça fait plusieurs années qu'on a une forte conviction sur la capacité des actions européennes à surperformer les autres classes d'actifs, et on est déçu notamment pour des considérations microéconomiques. On a des résultats qui ont souvent été révisés à la baisse. Alors là aussi, je laisserai l'expert action en parler mieux que moi. Il n'y a que ça, parce que quand même les derniers trimestres de résultats aux États-Unis, alors on peut toujours regarder en relatif, évidemment, l'effet surprise, etc. Mais dans l'absolu, c'est pas des chiffres qui sont grandioses là. Certes, mais ces dernières années, on a quand même eu plus de des rachats d'actions qui ont aussi soutenu les marchés, qu'on n'a pas forcément eu dans les mêmes proportions en Europe. Mais est-ce que Wall Street est un marché aussi risqué que ce qu'on pouvait entendre moi j'entendais l'histoire boursière de Wall Street s'est terminée. Il y avait pas mal de géants qui avaient même pris la décision de plus être exposés du tout aux actions américaines d'une certaine manière. Est-ce que finalement, là, a posteriori, c'est des marchés qui sont aussi risqués que ce qu'on imaginait il y a quelques mois? C'est toujours compliqué de dire ce qui a été valable un temps dans le passé peut se révéler aussi valable dans le futur. On le sait bien, c'est ce qu'on dit dans nos reportings. À l'instant T, il est clair qu'on a le sentiment quand même que les actions américaines sont un peu topiches, en tout cas que ce soit techniquement, que ce soit sur la lecture à venir des résultats microéconomiques. On se dit que voilà, il n'y a pas grand-chose. L'espérance de gain rapportée au risque sous-jacent aujourd'hui semble pas très attractif sur la classe d'actifs actions américaines. Un peu plus en relatif aujourd'hui sur les actions européennes, à mon sens. Est-ce que ce retard des marchés européens là dans leur ensemble par rapport au marché américain par exemple, il est justifié justement par des perspectives bénéficiaires moins intéressantes, par une dynamique surtout, parce que le marché aime bien ce qu'on appelle le momentum, là, une dynamique bénéficiaire moins intéressante? C'est vrai que cette l'idée sous-jacente à une surperformance des marchés européens, c'était de dire que en Europe, on n'était pas revenu au niveau de marge du pic du dernier cycle, alors qu'aux États-Unis, on était revenu à ce niveau-là. Et donc, il y avait cet espoir qu'on revienne au plus haut des marges en Europe. Mais si on regarde les résultats des entreprises européennes maintenant depuis 5 ans, en fait, si on prend le Dow Jones Stock 600, on n'a pas eu de croissance du tout des résultats depuis 2011. On est à 0.
un tout petit peu plus sur l'Eurostoxx, mais c'est mineur. Et surtout, on débute chaque année avec des espoirs, enfin un consensus qui est entre 10 et 15% de croissance bénéficiaire sur l'année, pour finir donc à zéro. Et cette année, ça n'a pas... ça commence monté. Comme d'habitude. C'est-à-dire que aujourd'hui, on attend sur l'Eurostoxx à peu près 4,5% de croissance. On a révisé ce chiffre-là à la baisse sur les 3 derniers mois de 6%. Et on est déjà à 2% seulement sur le Dow Jones Stock 600. Et c'est donc un BPA attendu en baisse de 10% par rapport à ce qu'on attendait il y a 3 mois. Est-ce que ça veut dire qu'il faut se dire à un moment qu'on ne retrouvera pas, en tout cas à horizon visible, les niveaux de marge agrégés qu'on avait pré-crise? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est pas de l'ordre du fantasme là? Non, faire une croix dessus pour toujours, non. En revanche, sur 2016, voilà, ça sera encore compliqué. Ça paraît difficile. Après, qu'est-ce qui manque? Les entreprises européennes, je pense, ont assez bien travaillé sur leur structure de coûts. Ouais. Donc, on a eu des plans d'économie de coûts qui se sont succédés. Aujourd'hui, il y a quand même moins à faire. Ce qui manque vraiment, c'est de la top line, c'est la croissance de l'activité. Donc, c'est une activité économique en zone euro et un petit peu partout dans le monde qui soutiennent les chiffres d'affaires. Et pour l'instant, c'est ça qui reste, qui fait défaut encore pour les entreprises européennes. Bon, et au-delà de la logique de stock picker dans laquelle vous êtes chez Sycomore, mais est-ce qu'en agrégé, là, est-ce que le marché, sur les niveaux qu'on a, au-delà des 3000 pour l'Eurostoxx 50, 4005, 4004 pour le CAC, c'est des niveaux de valorisation qui sont corrects aujourd'hui? Est-ce qu'on peut espérer plus? Est-ce qu'on peut espérer ou attendre moins? Alors, si on regarde les niveaux de valorisation aujourd'hui, on est à 14 fois et demi sur l'Eurostoxx, 15 sur le Stoxx 600. C'est des valorisations qui sont plutôt des valorisations moyennes. Ouais. Donc on n'est plus du tout dans la même dynamique que sur 2011-2015 où finalement ce qu'avait fait... C'est du rattrapage. Ouais. C'est du rattrapage. On venait d'une situation d'extrême pessimisme et on avait rattrapé ça. Donc il y avait des valorisations qui avaient progressé. On peut aller beaucoup plus loin que ces moyennes, parce que les moyennes c'est fait pour être dépassé aussi à la hausse, mais pour ça il faut quand même qu'il y ait un petit peu d'appétit, et ce qui donnera l'appétit ce sera quand même la croissance des résultats. Donc les deux sont aussi liés, c'est-à-dire que si à faire la performance, c'est la croissance des résultats, et puis si on a de la croissance des résultats, donc une dynamique qui s'enclenche, on sera aussi capable de payer davantage. C'est vrai que dans l'environnement de taux actuel, on peut même dire que les valorisations sont pas très généreuses pour les marchés actions. Par rapport à l'écart de rendement qu'on a effectivement sur les marchés de crédit, sur les marchés obligataires. Un mot aussi là de ce qui s'est passé depuis quelques semaines sur le pétrole, sur les devises. Gilles, rebond du pétrole, là ça a été énormément commenté. Est-ce que c'est un rebond dans un marché baissier? Enfin, est-ce que le marché reste structurellement baissier, ces marchés de matières premières, ou est-ce que c'est quand même le début de quelque chose? Voilà, on a tous salué cette stabilisation, ce rebond du pétrole. Est-ce qu'il faut s'en méfier aussi une fois qu'on a engrangé 15, 20, 30% de hausse sur ce type de marché? Alors, je suis pas un spécialiste des commodités, enfin des matières premières, mais néanmoins, effectivement, ça a été un des catalystes du fait que le marché respire un petit peu plus. Il y a eu deux catalystes important, c'était le fait que la devise chinoise arrête de baisser et que les autorités fassent preuve de beaucoup de communication sur le sujet, et puis le fait que le pétrole rebondisse. Alors il a rebondi pour quelles raisons? Essentiellement sur des rumeurs plus ou moins vagues sur la capacité des producteurs à réduire l'offre, voilà, puisqu'on est vraiment dans un excès d'offre, on l'a déjà dit X fois sur ce plateau. La demande continue de progresser. Voilà, même faible, elle continue. Voilà, et on a aujourd'hui quelques petites indications sur le fait qu'on a un certain nombre de puits qui sont en train d'arrêter des productions. Donc voilà, on a le sentiment quand même que la tendance on ajuste un peu l'équilibre offre-demande. Et donc effectivement, c'est un élément stabilisateur. Ça ne veut pas dire que pour que le pétrole reparte très fortement à la hausse, il faudrait qu'on ait effectivement une demande qui s'accroisse de manière significative. Et c'est pas le sens de l'histoire. De ce que je lis moi sur tous les grands instituts qui publient des chiffres sur les besoins à venir, on est sur des croissances assez modestes sur la demande de pétrole pour les années à venir encore. Au global, là, qu'est-ce que vous avez fait dans les fonds flexibles que vous gérez à la française depuis, on va prendre le point de départ du rebond, là, depuis mi-février? Est-ce que vous en avez profité? Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à un moment où il est tactiquement peut-être intéressant de s'alléger un petit peu si on en a profité? Est-ce qu'on reste pleinement investi? Oui, alors par rapport au creux, ce qu'on a fait, c'est qu'on a plutôt privilégié, le risque a été réparti différemment. C'est-à-dire que la classe d'actifs actions, on avait des positions
position qui avait été un petit peu allégée dans les creux, hein, très clairement, pour des considérations de risque, hein, pour des considérations de volatilité notamment. Voilà, on a privilégié dans la phase de rebond plutôt une approche assez tactique, donc avec des positionnements assez court terme, et également on a diversifié le risque sur des classes d'actifs telles que le crédit européen. Donc ça c'est des positions qui avaient été totalement sorties en début d'année 2016, qu'on a remises en position, donc du high yield, du crédit européen, des dettes subordonnées, donc dans des proportions aux alentours de 10 à 12% du portefeuille aujourd'hui, ce bloc crédit européen. Et on a également renforcé la dette émergente, la thématique émergente, et on l'a fait un peu plus tôt que... C'est vrai qu'on en parle depuis 15 jours, grosso modo. Les flux entrants là sont assez significatifs depuis 3 semaines. Voilà, on avait remis de la dette émergente l'année dernière, modestement, mais on avait commencé à en mettre après l'été. Et là, on double nos positions et on remet un petit peu d'actions émergentes également. On en parlera de l'appétit pour les émergents, de l'intérêt pour les émergents. Mais est-ce que 2016, ça pourrait être plus l'année du crédit, une année plus orientée sur le crédit finalement que sur le marché action en tant que tel? Parce que là aussi, c'était pas ce qu'on entendait en début d'année. Bon, après, les marchés de taux ont connu des phases de stress, voilà, qui font que sans doute il y a de l'intérêt aujourd'hui. Mais est-ce que ce ne sera pas une année fondamentalement positive pour le crédit plus que pour les marchés actions? Alors, tout dépend du moment où on se place en fait, c'est ça, c'est qu'effectivement ça sera certainement encore une année volatile où l'aspect tactique sera très important. Donc on a remis les niveaux, l'attractivité de la classe d'actifs high yield et dette subordonnée par exemple nous a semblé intéressante mi-février, au pic du stress, quoi, on avait des performances qui n'étaient pas justifiées par les fondamentaux. On avait l'approche de la BCE, même si on faisait pas partie des gens qui pensaient que le corporate allait faire partie des actifs éligibles. La cerise sur le gâteau. C'était la cerise sur le gâteau. Mais voilà, donc ça faisait partie des choses envisageables. Donc est-ce que ça sera l'année, en tout cas aujourd'hui, dans nos positionnements, c'est ce que je vous disais à l'instant, on a privilégié effectivement le high yield européen, enfin le crédit européen, plutôt que les actions dans nos repositionnements de risque en fait. Voilà. Que vous aviez délaissé, c'est ça, en début d'année, enfin, ce qui était plus, ce qui on avait réduit. On a toujours une position d'action européenne, enfin d'action globale aux alentours qui oscille entre 30 et 35%, donc qui n'est pas non plus négligeable. Hein. Dans des marchés volatiles, ça peut vite swinger, et avec toujours un prisme action européenne assez marqué. On va marquer une pause, messieurs. La fin de séance à suivre en Europe dans un instant. Le CAC pour l'instant 7,03%, 4417 points. Moins 0,2% pour le CAC ce soir, avec la clôture finale qui arrive dans quelques minutes, 4422 points. On est toujours en plateau avec Gilles Ménard, responsable du pôle gestion flexible de la Française, Frédéric Ponchon, gérant action européenne chez Sycomore Asset Management, et par téléphone Jérôme Binerier, analyste technique. On le disait tout à l'heure, Jérôme, cette phase de consolidation se poursuit. Est-ce qu'on peut avoir des indications un peu avancées sur ce à quoi peut ressembler la prochaine séquence de marché là, à la fin de cette phase de consolidation? L'issue logique devrait être baissière, sachant que depuis 18 mois, on a vraiment entamé un changement de tendance progressif, et que la phase de reprise qui était engagée depuis les points bas de février nous a ramené sous des niveaux de résistance. Ça fait 3 semaines qu'on plafonne sous ces niveaux de résistance, même si aux États-Unis on a bien tenu puisqu'on a enchaîné 5 semaines de hausse consécutive, on n'a pas marqué de nouveaux points hauts, on a certes franchi les 2000 points sur le S&P 500, mais en même temps on n'a pas inversé cette structure de moyen terme qui reste baissière. Donc le risque est plutôt à la baisse, mais en même temps ce que l'on constate, on l'a vu hier notamment avec ces attentats à Bruxelles, qu'on a ouvert en baisse, on a réagi sur les supports, on tient bien. Donc c'est vrai que plutôt que de forcer le marché en initiant des positions vendeuses, en termes de stratégie, il vaut mieux être patient, puisque cette phase de consolidation peut se prolonger. Donc ce qu'il convient plutôt de faire, c'est d'être patient et d'attendre les signaux par le marché avec la rupture d'un support. Il est très clair sur le CAC 40, c'est des 4350 points. Est-ce qu'il y a des choses à faire en sortant des indices, comme on dit, Jérôme, là? Est-ce que techniquement, il y a des valeurs qui vous paraissent encore intéressantes, qui permettent aussi peut-être une certaine protection, ou en tout cas qui sont moins volatiles que d'autres, plus régulières, qui arrivent à s'extraire aussi de la tendance de marché? Est-ce qu'on trouve des choses encore intéressantes là?
Alors ça, oui, on a toujours, mais d'une manière générale, comme les indices représentent la situation du marché dans son ensemble, ça reste une minorité de la cote. Mais c'est pour ça que, compte tenu de la diversité des secteurs et des tailles de capitalisation, on peut toujours trouver une minorité autour de 10-15% de la cote qui va offrir encore des opportunités en termes de timing ou en termes de tendance. Par exemple, aujourd'hui, sur Euronext, donc Paris, Bruxelles, Amsterdam et Lisbonne, on a 23 valeurs qui ont marqué des plus hauts supérieurs à un an glissant, qui montre que même si on n'a pas de réelle dynamique sur les indices, eh bien les investisseurs continuent de sélectionner des titres plus ou moins importants. On a par exemple Eiffage, Vinci, Iliad, Nexity qui sont en train de marquer des plus hauts supérieurs à un an glissant, voire des plus historiques, Thales également, et puis des valeurs plus petites comme Compagnie et Signaux, ou on a également Rebirth, voilà, des valeurs un peu plus petites, mais ce sont sur ces valeurs que l'on peut continuer tout simplement d'avoir une exposition longue en attendant tout simplement d'avoir les signaux négatifs en vue d'éventuelles prises de position vendeuse sur les indices. Voilà, des signaux de force technique là, c'est ça que vous nous décrivez sur voilà, une poignée de valeurs aujourd'hui cotées sur Euronext. On va faire un petit détour par New York. Sabrina, on vous retrouve sur place au Nasdaq. Quelle est l'ambiance à Wall Street? Un peu comme en Europe, on a l'impression, le sentiment qu'il n'y a pas un enthousiasme forcené à l'achat aujourd'hui. Oui, clairement. Si on regarde, en tout cas sur les trois indices, on est dans le rouge, certes, mais ça va un tout petit peu mieux par rapport au plus bas enregistré il y a tout juste une heure. On essaie de se reprendre un tout petit peu sur l'indice Dow Jones, qui ne perd plus que 0,1%. On est à 17 564 points. Le S&P 500, de son côté, recule de 0,3%. On était sur un repli de 0,5% il y a tout juste une heure. Le Nasdaq, qui reculait de 0,9% sur les plus bas niveaux de la séance, recule désormais de 0,7%, avec toujours le marché pétrolier que l'on surveille avec une baisse des prix du brut suite notamment à la publication des stocks hebdomadaires de pétrole. Vous avez les valeurs liées à l'énergie, au secteur qui sont sous pression, comme Chevron qui perd 2%, ou encore ConocoPhillips. On a une statistique dans le secteur immobilier, c'était plutôt partagé, des ventes de logements neufs qui ont grimpé, mais cette hausse, ce gain repose seulement sur une région. Du coup, en quelques questions sur un éventuel essoufflement de l'immobilier. Et puis côté entreprise, c'est Nike qui retient l'attention après ses résultats trimestriels mitigés. Le titre perd 3,4%, un chiffre d'affaires inférieur aux attentes. Enfin, la valeur du jour, Virgin America, plus 13,2% après des rumeurs sur une possible mise en vente de la compagnie aérienne. Merci, on vous retrouve tout à l'heure pour faire un nouveau point sur la tendance à Wall Street en cours de séance, bien sûr, alors qu'on est en train de clôturer à Paris et sur les marchés européens. Le CAC à l'arrivée ce soir ne cède finalement que 0,18%, séance assez creuse, pas beaucoup de densité dans ce marché. On termine au-delà des 4400 points, 4423 points. On a quelques rares marchés, alors plutôt en dehors de la zone euro, qui arrive à être positif ce soir. C'est le cas de l'indice de Londres, le FTSE là, qui est légèrement positif. On voit le marché suisse également là qui gagne 0,4%. Et puis tiens, quand même, coup d'œil sur l'indice BEL 20, l'indice de la bourse de Bruxelles, qui grappille 0,1% ce soir. Voilà pour le panorama des marchés sur fond de raffermissement du dollar depuis quelques séances maintenant. Ça pèse un petit peu sur les prix des matières premières qui sont libellés en dollars, et on voit le prix du pétrole, on en parlait un instant, qui recule autour de $40 le brut léger, le baril de brut léger américain. Donc on a le secteur pétrole et gaz, le secteur des ressources de base qui sont un peu plus pénalisés que les autres cet après-midi en Europe, et puis le secteur bancaire également à la traîne. Société Générale par exemple recule de 2,7%. Crédit Agricole et BNP Paribas perdent plus de 1,5% ce soir. Quelques bonnes choses quand même. Tiens, il y a encore des valeurs qui délivrent, des valeurs de croissance qui rassurent les investisseurs. On pense à Trigano avec des ventes trimestrielles très solides et la perspective d'une poursuite de l'amélioration des résultats sur le semestre de son exercice décalé. Trigano gagne plus de 5,5% ce soir. Ingenico qui rassure, journée investisseur aujourd'hui. Il y a eu une petite déception sur les objectifs de marge fixés pour 2016. Là, le groupe donne une prévision plus long terme, horizon 2020, et rassure les investisseurs. Le titre Ingenico gagne un peu plus de 5%. Puis on a eu la croissance et surtout la croissance des résultats d'Hermès. Le résultat net qui avoisine désormais le milliard d'euros pour le groupe de luxe. Le titre Hermès bondit de quasiment 3% ce soir dans des marchés en Europe qui ne font pas grand-chose. Peu d'enthousiasme aujourd'hui, des volumes qui restent faibles, et un CAC à l'arrivée qui cède 0,18%, 4423 points. BFM Business, Intégral Bourse, on refait la séance.
Avec nos invités en plateau, Gilles Ménard, La Française, Frédéric Ponchon, Sycomore Asset Management. On est toujours en ligne avec Jérôme Vinorier, analyste technique. Un mot là de ces quelques valeurs de croissance qui arrivent encore à sortir leur épingle du jeu, Frédéric. Alors Chitet, Trigano, Ingenico et puis Hermès. Enfin, le luxe, je me souviens, il y a 6 mois, il fallait surtout pas en avoir. Plus personne en voulait, c'était l'accident chinois. Il fallait sortir toutes ces valeurs là, trop exposées aux émergents à Hong Kong, à la Chine. Et puis finalement, à la faveur des résultats, des publications, des discours, on voit que certains commencent à revenir là. Alors effectivement, il y a quelques mois, on a mis un petit peu toutes les sociétés dans le même panier en se disant attention Hong Kong, Macao et la Chine. Ce qu'on voit quand même, c'est que ça a pesé sur le secteur et effectivement les résultats d'Hermès sont excellents et la société d'une excellente qualité. Mais quand on regarde des sociétés comme Richemont, comme Swatch, on est sur des catégories de produits qui ont eu plus de difficultés, une exposition qui était beaucoup plus importante à Hong Kong notamment, c'est 20-25% pour ces deux acteurs du chiffre d'affaires. Donc finalement on a eu par rapport à toute la période des années 2000, début des années 2010, vraiment une différenciation assez forte entre les acteurs du luxe en fonction des stratégies, des positionnements prix et également des catégories dans lesquelles les acteurs sont là. Après il y a quelque chose d'intéressant quand même chez Hermès, je pense, sur ce qui peut se passer sur le premier trimestre. C'est-à-dire que Hermès quand même a annoncé, il avait annoncé déjà au moment de la publication des ventes 2015 que en 2016 les ventes seront inférieures à la tendance moyen terme envisagée qui est de 8%. Donc on est quand même dans une année qui va être un petit peu plus compliquée que les autres pour même Hermès. Et puis on va avoir une marge qui sera probablement un petit peu aussi sous pression, moins de hausse des prix, de ce que je comprends, 2% contre 4-5% en 2015 et encore plus les années précédentes. Et puis surtout dans la réunion d'analystes, pas d'éléments sur l'activité de janvier, février, mars que fait habituellement le groupe. Et de ce qu'on peut comprendre d'autres acteurs du groupe, le premier trimestre est plutôt difficile. C'est ça, plutôt délicat. Avec des flux touristiques, notamment en Europe, qui sont qui pèsent. Oui, c'est ça. Des paramètres en plus là qui sont au lendemain des attentats de Bruxelles, difficiles encore à appréhender. Enfin, dans ce secteur du luxe, est-ce que il y a d'autres dossiers parce qu'on comprend là entre les lignes que c'est pas Hermès que vous privilégiez aujourd'hui, même si la boîte est de qualité évidemment. Hermès, mais très bien. Après les valorisations sont assez atteintes, on va dire. Bon. Qu'est-ce qui vous intéresse plus vous dans ce secteur le luxe, au global, pour l'instant, j'aime moyennement parce que au-delà de l'aspect conjoncturel, il y a des éléments structurels. Sur les dernières années, ce qui a porté la croissance, c'est bien sûr l'élargissement du nombre de clients potentiels, mais c'est aussi les hausses de prix. Et aujourd'hui, on a quand même moins de marge de manœuvre. Et puis, c'est l'extension des réseaux de distribution avec de nouveaux mètres carrés qui étaient ouverts chaque année. Aujourd'hui, les grands acteurs ont des réseaux qui sont assez matures. En 2016, Hermès va uniquement ouvrir 4 magasins. Mais il y a quand même des sociétés qui restent avec des réseaux pas encore matures, et c'est le cas de Moncler. Alors, je ne me projette pas à moyen terme, mais sur moyen-long terme, mais sur les 2-3 prochaines années, je trouve qu'on a une visibilité qui est assez intéressante par rapport aux autres secteurs du luxe, parce qu'on a un réseau qui est encore loin de son potentiel maximal, avec notamment des États-Unis qui sont totalement sous-pénétrés, ou l'Amérique du Nord en général, avec le Canada aussi, qui sont totalement sous-pénétrés. Et puis une marque qui, des doudounes, s'étend à la maille, aux chaussures. Ils ont une gamme estivale même maintenant, c'est ça, une gamme estivale, des lunettes de soleil. Donc il ne faut pas aller trop loin dans l'utilisation de la marque, il faut qu'elle conserve son ADN en quelque sorte. Je trouve qu'il y a une exécution qui est assez exceptionnelle en termes de productivité des mètres carrés de vente et puis pour l'instant d'extension de la gamme qui est parfaitement faite sur des valorisations qui sont correctes, un bilan qui est très solide. Donc dans le secteur, c'est celle qu'on privilégie aujourd'hui. Qui avait été introduite par Euraseo à Milan, c'est ça, il y a exactement, 1 an et demi, 2 ans, 2-3 ans, 2 ans voilà, et quelques. dans un passé récent. Bon, le titre Moncler, dans un secteur du luxe où on comprend effectivement, voilà, vous êtes un peu prudent quand même pour ce début d'année, en tout cas sur l'ensemble du secteur en tant que tel. Exactement. Gilles Ménard, un mot sur les devises. On a passé cette séquence banque centrale du mois de mars. Une conclusion ou un enseignement qu'on a souvent entendu, c'est c'est peut-être la fin de la guerre des devises avec des banques centrales. Alors quand elles sont en mode accommodante, genre BCE ou Bank of Japan,
un peu moins agressive, on va dire, sur l'idée que les taux vont continuer à baisser encore beaucoup plus en territoire négatif. Et puis on l'a vu aussi, une Fed qui met un petit peu le holà sur la hausse du dollar, voilà, avec un chemin de hausse de taux qui est peut-être un peu moins agressif que prévu là aussi. C'est une vraie idée, ça, qui se développe dans le marché, l'idée qu'on pourrait avoir comme ça une espèce de parenthèse de stabilité qui serait où tout le monde en sortirait gagnant, ou est-ce qu'il faut se méfier de ce genre de conclusion là? Je pense qu'effectivement il y a une forme de normalisation qui est un petit peu rentrée dans les esprits, normalisation sur du dollar notamment, mais également des devises de manière générale. Je pense que le point d'orgue, enfin en tout cas le point de départ de cette prise de conscience par les investisseurs, c'est un peu le G20 qui a été un petit peu, je pense, le point de départ en fait, où on a vu que voilà peu d'intervenants avaient intérêt à ce que on ait de trop gros mouvements, de trop grosses volatilités, et que certains aient le sentiment que on appuyait sur ce bouton devise pour ajuster la situation économique d'un pays ou d'un autre. Donc voilà, je pense que c'est certainement là aussi un catalyste, enfin en tout cas un élément de stabilisation qui est positif. Hein. La Fed également a été le point de départ, enfin en tout cas un autre élément de stabilisation. Voilà. Donc on a ces paramètres-là. En fait, voilà, on a eu toute une succession et c'est pour ça que le marché a été beaucoup moins stressé sur la période récente. On a tous ces éléments, donc, pétrole, devises, banque centrale, qui, mis bout à bout, ont apporté cette espèce de sentiment un peu plus positif. Et est-ce que derrière, parce que maintenant, si on se réveille avec les éléments fondamentaux, puisqu'on n'a plus cette séquence banque centrale, et voilà, tout ça est derrière nous désormais, on va regarder, donc on disait les résultats d'entreprise, les fondamentaux macroéconomiques, là aussi, est-ce qu'on va se réveiller avec la gueule de bois, ou est-ce qu'on va là aussi trouver des éléments plutôt encourageants de soutien pour la suite? Alors, la lecture macro aujourd'hui, elle se dégrade, mais très modérément. Voilà, on reste quand même dans un environnement macro, voilà, qui n'est pas flamboyant, mais qui reste quand même très correct, que ce soit aux États-Unis en termes de croissance du PIB, en Europe, où finalement, voilà, on est sur des niveaux de croissance faibles, mais qui restent quand même positifs. On est quand même dans un environnement, voilà, avec une croissance modérée. Il n'y a plus l'idée de l'accident macro là qui mettrait tout le monde par terre. Très court terme, on l'imagine pas. En tout cas, même la Chine, qui effectivement a été là aussi un élément de stress très important depuis l'été, comme on le disait tout à l'heure, fait l'objet aujourd'hui, on en parle beaucoup moins, tout simplement. Enfin, quand on regarde, voilà, ça fait partie des sujets dont on s'interroge moins sur le risque d'accident industriel en Chine. Enfin, d'accident industriel, c'est pas le bon terme, mais de hard landing, ça reviendra probablement à un moment donné. Hein. On sait que les marchés sont versatiles et vont changer d'avis très très facilement. Mais à l'instant T, voilà, on est plus dans cette phase un petit peu de respiration. On la voit, consolidation technique. Voilà, on est dans ce mode-là. Après, à très court terme, voilà, la séquence des résultats donnera un petit peu plus d'éléments. Et voilà, on va suivre. Le tempo, il est quand même très rapproché. Parce qu'en fait, comme on n'est pas dans une situation, on a une tendance très très claire, très nette, avec une pente très marquée. Du coup, chaque nouvel indicateur, chaque nouveau chiffre va plus ou moins moduler le sentiment de marché. Et on risque de vivre un petit peu dans cet environnement-là pendant encore quelques mois. Bon, Jérôme, un mot de conclusion pour vous. Enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vrai qu'on n'a pas forcément envie, je résume un peu la situation, mais on n'a pas forcément envie d'acheter de manière agressive le marché alors qu'on a rebondi de 15%. Et en même temps, on n'a pas envie d'être vendeur net du marché aujourd'hui. Voilà. Donc l'idéal, c'est quoi? D'être un peu patient, c'est ce que vous nous dites. Non, c'est très bien résumé. Justement, l'intérêt après, c'est d'aller filtrer justement les valeurs qui ont encore de la tendance pour, avec une exposition modérée, continuer d'être positionné en attendant que, justement, à travers les signaux qui nous sont envoyés par le marché, savoir si l'issue de cette phase de consolidation, d'incertitude, est susceptible de sortir par le haut ou par le bas. En ce qui me concerne, la lecture de moyen terme que j'ai, que ce soit aux États-Unis comme en Europe, c'est qu'on devrait avoir une nouvelle séquence baissière qui pourrait se développer au cours de ce deuxième trimestre. En revanche, tant qu'on ne l'a pas, ça sert à rien d'aller contre le marché. On voit bien, ça fait 3 semaines qu'on tient après une phase de reprise de 15%. Donc voilà, il faut savoir moduler son exposition en fonction également de ces variables. Ouais. Merci beaucoup Jérôme, merci d'avoir été avec nous pour la clôture. Jérôme Vinori, analyste technique. On marque une pause, on se retrouve dans un instant avec nos invités en plateau. Le CAC qui ne fait quasiment rien ce soir, légèrement négatif. Moins 0,2%, 4423 points. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le club de la bourse.
Quelques minutes encore en compagnie de nos deux invités, Gilles Ménard, responsable du pôle flexible de la Française, et Frédéric Ponchon, gérant action européenne chez Sycomore Asset Management. Bon, deux profils d'investisseurs différents, et donc voilà, on va pouvoir parler de deux choses assez différentes avec vous. On va reparler avec vous dans un instant, Gilles, du retour d'appétit pour les émergents dans leur globalité, et puis un mot aussi de ce qui nous permet de sortir justement du bruit du marché quotidien. Frédéric, les thématiques structurelles qui vous semblent porteuses, là, si on essaye de se projeter, enfin comme devrait le faire tout épargnant qui veut épargner en action, enfin l'horizon d'investissement, évidemment, c'est pas le trimestre, hein, donc c'est minimum 2, voire plutôt 3, 4, 5 ans, là, des thématiques qui restent porteuses et surtout des idées d'entreprise là qui restent porteuses sur des horizons de temps, je sais pas, qui vont nous amener jusqu'à notre retraite, par exemple. Là. Effectivement, il y a l'horizon de temps qui est important, et puis il y a un deuxième aspect qui est qu'on n'a pas de croissance des résultats. Donc cette année, et puis probablement sur les 2-3 autres prochaines années qui viennent, ça va être on vit dans ouais, prenons l'hypothèse basse, quoi. Voilà, exactement. Donc il faut trouver des sociétés qui, malgré tout, ont de la croissance parce qu'elles sont assises sur des croissances structurelles de long terme. Alors il y en a beaucoup, hein, c'est ce qu'on appelle les méga-trends. Mais je pense que c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Donc le vieillissement de la population, la digitalisation de l'économie, les exigences de sécurité. Et par exemple, dans le vieillissement de la population, nous, il y a une société qu'on aime bien en ce moment qui est Amplifon. Donc c'est une société italienne, leader mondial de la distribution de prothèses auditives. C'est le concurrent en France de Audica, avec les mêmes parts de marché. Et là, on a un accroissement du nombre de personnes qui ont besoin de prothèses auditives, un taux de pénétration qui reste très faible dans les pays occidentaux, 30% seulement en France, 25% en Italie, et puis vraiment la capacité à densifier le réseau de distribution. Ils ont présenté il y a quelques jours un plan à moyen terme. Ils veulent augmenter de 17% leur réseau. Ça fait 600 magasins dans le monde entre 2015 et 2018, ce qui leur permet d'avoir plus de pouvoir d'achat, une meilleure, plus de pouvoir d'achat, plus de pricing power, et puis aussi de rapport en termes de rapport de force par rapport aux fabricants, d'avoir des meilleurs prix d'achat, et puis avec un réseau plus dense, une meilleure productivité du réseau. Tout ça sur des prix qui sont aujourd'hui, des niveaux de valorisation qui sont à peu près de 15% inférieurs à, par exemple, Grand Vision, qui fait la même chose dans les lunettes, lentilles, etc. Je trouve que c'est pas tout à fait légitime quand on regarde la génération de cash flow notamment. Et en plus, en Amplifon, il y a un aspect spéculatif puisque c'est une famille qui n'a pas vocation à rester éternellement aux commandes de la société. C'est coté à Milan, c'est ça? Milan, exactement. Voilà. Et puis alors, dans le secteur de la digitalisation, numérisation, évidemment, on en parle tout le temps. Ces méga-trends, ils sont bien identifiés. Je veux dire, on réinvente rien en parlant du vieillissement de la population et de la digitalisation. Mais après, faut aller chercher justement entreprise par entreprise qui exactement. Mais sur ces méga-trends, le vieillissement de la population, on a assez peu de déception sur le fait que la population vieillit. On n'a pas de retour en arrière et pas vraiment de volatilité sur cet élément-là. Sur la digitalisation de l'économie, effectivement, on parle souvent des SS2I françaises, on en a en portefeuille. Mais après, il y a des exemples un petit peu plus éloignés, comme en Allemagne, où on a une société qu'on aime bien qui s'appelle Cancom, qui était à l'origine un distributeur de matériel informatique, qui s'est développé dans les services informatiques et qui aujourd'hui propose une solution innovante de cloud pour les entreprises moyennes en Allemagne. Ça paraît aujourd'hui, ça paraît un business classique, quasiment proposer du cloud à des entreprises, pour les grandes, en Allemagne ou en France. Pour les grandes entreprises, c'est assez classique, mais pour les petites et moyennes, il y a encore un travail à faire. C'est pas le cas, il y a un travail parce que les entreprises qui sont petites et moyennes, il faut quand même aller les chercher. Donc ça veut dire qu'il faut que la structure qui va les chercher soit aussi de taille comparable. Donc ça peut être qu'un petit acteur, parce que c'est une somme de petits contrats. Et le fait d'adresser ce segment-là particulier des entreprises, ça les protège des gros fournisseurs de cloud qui, eux, vont plutôt gérer du volume avec les grandes boîtes. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que là aussi, on a un aspect spéculatif, parce qu'une fois qu'ils auront amassé un certain nombre de contrats de cloud qui ont l'intérêt d'être très longs, c'est des contrats qui sont assez longs, sans churn, avec une loyauté client qui est extrêmement importante. Et donc, quand ils auront constitué cette base, ça en fait une cible assez idéale pour des plus gros acteurs qui n'ont pas envie de faire cet effort Donc voilà, deux entreprises avec un aspect spéculatif, et ça permet d'ailleurs de noter au passage que les opérations d'entreprise reprennent. Et ce qui est intéressant, on ne cherche pas particulièrement des sociétés qui ont un aspect spéculatif, mais ça donne un risk-reward qui est asymétrique et qui est assez intéressant.
Rémy Cointreau, pareil, on a vu l'offre de Campari sur Grand Marnier. C'est pas pour ça qu'on est revenu sur Rémy Cointreau, mais en tout cas, ça met un petit socle en termes de valorisation quand même au titre. Je sais plus qui disait ça, mais voilà, quand on a une offre comme celle qu'on a eue sur Grand Marnier, voilà, ça rémunère aussi la patience des actionnaires pendant les années précédentes, hein, c'est ça. Exactement. C'est parfois le prix de la patience. Ouais, un dernier mot. Non, mais sur Rémy Cointreau, on est revenu parce qu'effectivement, je pense qu'ils étaient très dépendants, trop dépendants à la Chine, à un certain mode de consommation, et ils se sont totalement redéployés en termes géographiques et en termes aussi de moments de consommation en Chine. Et je pense que ça fait. Donc un profil de valeur là qui a changé. Hein. Il y a un meilleur équilibre et puis un positionnement sur le très haut de gamme qui est partie essentielle du plan à moyen terme qui, je pense, sera créatrice de valeur. Bon, bah, ça nous permet de parler des émergents. Là, Gilles, vous nous disiez tout à l'heure, on a refait alors un peu de dette émergente. Souvent, les investisseurs reviennent par la dette avant de faire les actions, mais vous n'êtes pas le seul. Voilà, c'est le constat que je fais un peu au doigt mouillé depuis quelques semaines, quelques mois. Beaucoup de gérants, il y a quelques mois, parlaient de se réintéresser un jour à nouveau aux émergents. Il y en a de plus en plus qui ont franchi le pas, là, semble-t-il. Oui, c'est vrai. Ça fait 3 semaines qu'on observe des flux entrants assez significatifs sur la classe d'actifs émergents, dette et actions. En fait, je dirais que les 3 éléments moteurs dans ce retournement un petit peu d'appétit pour la classe d'actifs, ça a été, comme on l'évoquait tout à l'heure, la normalisation du dollar, la stabilisation et une stabilisation plutôt haussière du pétrole, et puis également le fait qu'on avait un positionnement des investisseurs sur la classe d'actifs qui était extrêmement faible. Enfin, plus personne n'avait très peu de gens. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'en début d'année, quand on a eu ces secousses sur la plupart des classes d'actifs risquées, finalement les émergents n'ont pas tellement souffert parce que plus personne ne vendait la classe d'actifs et il y avait très peu de positionnement. Donc on sent là effectivement un petit retournement. Ça fait 3 semaines qu'on l'observe, avec ça a plutôt commencé par la partie Amérique latine, les producteurs de pétrole, Russie, Brésil, voilà. On a aujourd'hui des niveaux de performance sur la dette émergente et sur les actions émergentes qui est plutôt sympathique. Voilà, ça reste quand même des classes d'actifs assez volatiles sur lesquelles on ne peut pas effectivement déployer du risque de manière significative, mais on sent que ça pourrait être une bonne année, oui, pour le coup, pour les actifs émergents. En diversification, ça pourrait être le joker de l'année, peut-être. C'est pas impossible, effectivement. En tout cas, il y a quelques spécialistes émergents chez nous, notamment sur la dette, qui pensent qui nous ont fait des appels du pied depuis quelques mois, en nous disant que c'était le moment de revenir. Et la dette émergente. Voilà. Intéressez-vous à nouveau. Ouais, et puis il y a beaucoup d'émetteurs en dollars en plus dans ce monde de la dette émergente. Merci messieurs. Bah tiens, on va faire un dernier détour par Wall Street. Sabrina, où en est-on sur les marchés américains? Bon, globalement, c'est une séance où l'appétit pour le risque est assez peu présent. Le marché reste un peu creux aujourd'hui. Avec des petites baisses sur les 3 indices, on recule de 0,1%, notamment sur l'indice Dow Jones. On est à 17 562 points. Le S&P 500 perd 0,3%, 2042 points. Le Nasdaq, la baisse est un tout petit peu plus marquée. C'est un repli de 0,7% sur l'indice Nasdaq à 4 786 points. Une séance marquée par une nouvelle baisse des prix du pétrole, dans le sillage notamment la publication des stocks hebdomadaires de pétrole. Vous avez Chevron qui recule de 2%, vous avez ConocoPhillips qui affiche un repli de 4,7%. Une statistique également au menu aujourd'hui, une statistique plutôt mitigée, puisque ce sont les ventes de logements neufs sur le mois de février. Alors certes, c'est une progression, et puis les chiffres du mois de janvier ont été révisés en légère hausse, mais ce gain repose seulement sur une seule région. Du coup, on a quelques doutes concernant un éventuel essoufflement de ce marché immobilier. Côté entreprise, on parle essentiellement de Nike après la publication de ses résultats trimestriels. C'était hier soir après la clôture. Des chiffres mitigés, avec un résultat net qui est ressorti légèrement au-dessus des attentes, et ce pour le 15e trimestre d'affilée. Mais le chiffre d'affaires est un petit peu juste, les prévisions également. Le groupe Nike qui est pénalisé par les effets de change, par une concurrence ici aux États-Unis d'une marque comme Under Armour, par également à l'international un essoufflement de l'économie mondiale. Le titre perd 3%, et puis on notera pour terminer une valeur qui est en hausse, c'est Virgin America dans le secteur aérien, plus 13,4%.
13%. Après un article publié par Bloomberg, on y apprend que Virgin America serait à la recherche d'un repreneur. Rappelons que la compagnie a fait son entrée en bourse en 2014. Elle s'est lancée ici il y a quelques années sur le marché américain. Le titre à $34,80 plus 13% dans un marché donc qui est en petite forme. Le Dow Jones, Grégoire, moins 0,1%. Merci Sabrina, bonne fin de séance. La clôture à 21h en direct sur BFM Business. Merci messieurs, Gilles Ménard, La Française, Frédéric Ponchon, Sycomore Asset Management qui est avec nous ce soir. Bientôt 18h, vous avez rendez-vous avec l'heure H, Guillaume Paul, Sophie Tussaud pour vous accompagner jusqu'à 19h. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel.